Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui nous avons le sujet c'est régénération. Et on commence. Une cellule normale est conçue pour nourrir une gamme étroite de fonctions étant une structure déterminée par son métabolisme, sa différenciation et sa spécialisation fonctionnelle, l'influence des cellules voisines et la disponibilité des substrats métaboliques. En particulier, il remplit une fonction physiologique en maintenant une certaine état appelé homéostasie. L'adaptation, c'est une réponse fonctionnelle et structurelle réversible à un stress physiologique plus sévère et à certains stimuli pathologiques, à la suite de laquelle la cellule s'adapte et compense la fonction perdue, pour laquelle elle change de statut afin de suivre et de continuer à fonctionner. La réponse adaptative d'une cellule peut se manifester par une hypertrophie, une augmentation de la taille des cellules ou des ultrastructures de ces cellules. C'est comme la réponse adaptative comme une augmentation de l'activité fonctionnelle. Une hyperplasie, c'est une augmentation du nombre de cellules. Ou c'est peut-être une atrophie, une diminution de la taille des cellules et une diminution de l'activité métabolique. Ou métaplasie, un changement de phénotype cellulaire. Après avoir supprimé un tel stimulus, la cellule peut se rétablir complètement sans conséquences graves. La séquence d'événements conduisant à des dommages cellulaires est déclenchée lorsque la ressource de la réaction adaptative est épuisée ou que la cellule est exposée à l'action d'un agent dommageable, ainsi que le stress est privé de nutriments essentiels ou compromis par des mutations qui affectent la synthèse originelle de la cellule. Les dommages cellulaires sont réversibles jusqu'à un certain point, mais si le stimulus est constamment présent ou trop fort au début, la cellule subit des dommages irréversibles et la mort cellulaire se produit. L'adaptation, les dommages réversibles et la mort cellulaire pouvant tous être des étapes d'un même processus progressif. Par exemple, en réponse à une augmentation de surcharge hémodynamique, le myocarde augmente de la taille pendant l'adaptation et peut même subir des changements dystrophiques. Si l'apport sanguin au myocarde est insuffisant pour la charge effectuée, le myocarde subit des lésions réversibles se manifestant par certaines modifications du cytoplasme. Cependant, avec la progression de l'ischémie, des lésions irréversibles se développant dans les cellules et elles meurent. La mort cellulaire, résultat final de dommages progressifs, est le moment le plus important de l'évolution d'une maladie de tout organe ou tissu. Les causes peuvent être divers facteurs tels que l'ischémie, diminution de flux sanguin, l'infection ou les toxines. Et la mort cellulaire est également un processus normal d'embryogenèse, de développement d'organes, d'homéostasie. Il existe deux variantes fondamentales différentes de la mort cellulaire, c'est la nécrose et l'apoptose. La perte de nutriments déclenche la réponse adaptative d'une cellule appelée autophagie, qui peut à son tour entraîner la mort cellulaire.
Cellules myocardiques normales, adaptées, endommagées de manière réversible et mortelle. Sur cette diapositive. La réponse d'adaptation cellulaire est représentée par l'hypertrophie. C'est comme ici, cette partie de la description en bas à gauche, qui est causée par une augmentation du flux sanguin, ce qui met beaucoup de stress sur cardiomyocytes. Ce type de réponse adaptative conduit à un épaississement de la paroi du ventricule gauche. L'épaisseur de la paroi devient supérieure à 1,5 cm. Normalement, c'est 1 à 1,5 cm. Dans une myocarde endommagée de manière réversible, les changements apparaissant au niveau fonctionnel mais sont absents au niveau macro-microscopique. Dans une macro-préparation présentant une nécrose, sur cette image, une feuille d'infarctus aigu du myocarde causée par une diminution de l'apport sanguin à ces zones. C'est ischémie est visible dans la paroi postérolatéral du ventricule gauche. Les trois coupes transversales du myocarde sont colorées avec du chlorure de triphényltrazole, une substance enzymatique qui donne au myocarde fiable une couleur violettique. C'est le colorant spécifique pour la détection de l'infarctus du myocarde au début pendant quelques premières heures ou premier jour, deuxième jour de l'infarctus. C'est colorant est devenu pour la détection de l'infarctus du myocarde. Cette colorant colorée est due à la perte de l'enzyme après la mort cellulaire. Continue. L'hypertrophie est le résultat d'une production accrue de protéines cellulaires. C'est en général. La compréhension des processus de l'hypertrophie repose en grande partie sur la recherche sur la muscle cardiaque. L'hypertrophie peut être induite par l'action combinée de capteurs au stress mécanique, déclenchée par une charge de travail accrue aux facteurs de croissance, y compris le facteur de croissance transformant selon le facteur de croissance analogue à l'insuline, facteur de croissance des fibroblastes et des facteurs vasoactifs comme agonistes alpha-adrénergiques, endothéline 1 et angiotensine 2. Ces stimuli améliorent conjointement la synthèse des protéines du tissu musculaire responsable de l'hypertrophie. Deux voies biochimiques principales conduisant à l'hypertrophie musculaire, c'est la voie AKT qui est considérée comme la plus importante dans l'hypertrophie physiologique, par exemple induite par l'exercice, et la voie de signalisation de rétroaction à travers les récepteurs liés à la protéine J, qui est induite par des facteurs de croissance et vasoactivation est considérée comme plus importante dans l'hypertrophie pathologique. L'hypertrophie peut également être accompagnée d'un changement dans les formes des protéines contractiles de l'adulte à l'embryon ou à un nouveau-né.
Quelle que soit la raison ou le mécanisme du développement de l'hypertrophie cardiaque, le moment survient où le muscle cardiaque hypertrophié ne peut plus supporter des charges accrues. À ce stade, des changements de décompensation se produisent dans les fibres myocardiques, dont le plus important est la perte des myofibrilles contractiles que nous pouvons voir dans le myocarde. Pendant l'hypertrophie, il n'y a pas de cette myofibrilles contractiles à la suite de la lyse. Dans les cas extrêmes, le cardiomyocyte meurt à la suite d'une apoptose ou d'une nécrose. À la suite de ces changements, une insuffisance cardiaque se développe qui est la conséquence d'une série d'événements allant du moment de l'adaptation en réponse au stress au développement de lésions cellulaires importantes avec une exposition prolongée au stress. Malgré le fait que l'hypertrophie est considérée comme une augmentation de la taille d'une cellule ou d'un tissu, parfois par les niveaux subcellulaires d'hypertrophie peut être exposé de manière sélective à des organités individuelles. Par exemple, chez les patients prenant des barbiturates, des médicaments barbituriques, une hypertrophie du réticulum endoplasmatique lisse des hépatocytes est trouvée, qui est une réponse adaptive qui fournit une synthèse améliorée des enzymes comme cytochrome P45 oxydase à la fonction mixte nécessaire au métabolisme du médicament. Par l'hyperplasie, qu'est-ce que l'hyperplasie? C'est une augmentation du nombre de cellules dans l'organe ou un tissu, entraînant une augmentation de la taille de l'organe ou du tissu. L'hypertrophie et l'hyperplasie sont des processus différents, mais ils s'accompagnent souvent de l'autre et peuvent être déclenchés par les mêmes stimuli externes. L'hyperplasie se développe dans les organes et les tissus où les cellules sont capables de se diviser, c'est-à-dire pour augmenter leur nombre. L'hyperplasie peut être physiologique et pathologique. L'hyperplasie physiologique est subdivisée en l'hyperplasie hormonale qui, si nécessaire, augmente la capacité du tissu à effectuer une charge fonctionnelle importante. Et une hyperplasie compensatoire qui fournit une augmentation de la masse tissulaire après une blessure ou un retrait partiel. La prolifération de l'épithélium glandulaire des glandes mammaires féminins pendant puberté pendant la grossesse qui s'accompagne souvent d'une hypertrophie du cellule de l'épithélium glandulaire est un exemple frappant d'hyperplasie hormonale. À droite, nous pouvons voir le gland mammaire non vivre en l'état normal et ici nous voyons le gland mammaire avec une hyperplasie de l'épithélium et augmentation de la taille. Et oui, c'est l'exemple classique de l'hypertrophie physiologique, l'hyperplasie physiologique, c'est l'hyperplasie de la glande mammaire et c'est bien sûr l'hyperplasie de l'utérus. Et comme un exemple classique d'hyperplasie compensatoire est le mythe de Prométhée, qui a été enchaîné à un rocher pour avoir volé le secret du feu au dieu de l'Olympe. Chaque jour, l'aigle picorait
à presque 200 fois. Nous laissons qu'un petit morceau pour qu'il puisse récupérer du jour au lendemain et que la torture se poursuive. Ce mythe confirme que les Grecs de l'Antiquité, reconnaissant la capacité du foie à se régénérer chez les donneurs qui ont fourni une lobe du foie pour la transplantation, les cellules résentant ont proliféré et bientôt le foie a atteint sa taille précédente. Des modèles expérimentaux d'hépatoctomie partielle ont permis de déterminer les mécanismes qui stimulent la régénération hépatique. Mais par l'utérus, ici sur cette photo, nous voyons le très bien exemple de l'hyperplasie hormonale physiologique. C'est sur cette photo, nous avons de l'utérus et l'utérus normal et il y a l'utérus il y a une très grande taille, augmente en taille. C'est l'hyperplasie et l'hypertrophie de la couche musculaire de l'utérus pendant la grossesse. Et normalement, nous voyons une trop petite cellule du muscle lisse et pendant la grossesse, nous pouvons voir l'augmentation en taille et en volume de ces cellules. Et bien sûr, de leur œil sur ces micro-préparations. Bon, l'hyperplasie pathologique. Il y a les différents types de l'hyperplasie pathologique et les différentes formes qui sont causées par l'action excessive d'hormones ou de facteurs de croissance sur les cellules ciblées. Normalement, ici, nous avons l'exemple de l'endomètre, de la muqueuse, de l'utérus, et normalement, la période menstruelle est remplacée par une augmentation rapide de l'activité proliférative de l'épithélium, causée par les hormones hypophysaires et les éstrogènes ovariens. Ces processus s'arrêtent généralement lorsque les niveaux de progestérone augmentant 10 à 14 jours avant la fin de règle. Dans certains cas, l'équilibre des taux d'œstrogène et de progestérone est perturbé, ce qui conduit à une augmentation absolue ou relative des taux d'œstrogène avec une hyperplasie ultérieure des glandes endométriales. Cette forme d'hyperplasie pathologique est une cause fréquente de saignements menstruels anormaux. L'hyperplasie bénigne, ici au centre de la diapositive, c'est l'hyperplasie des cellules qui est caractérisée de l'échangement de nombre de glandes et de l'hyperplasie de l'épithélium glandulaire. Dans ce cas, il y a bien sûr le résultat favorable, c'est comme la présence de l'étypisme, c'est comme l'hyperplasie de l'endomètre atypique, c'est comme la maladie, comme le processus précancéreux parce que plutôt nous pouvons détecter l'adénocarcinome dans cette zone de l'hyperplasie atypique. Par bien sûr l'hyperplasie de la glande prostatique, c'est aussi à cause de
à cause de l'action des hormones, dans ce cas les androgènes. Ici, il y a bien sûr, aussi l'exemple de l'hyperplasie pathologique parce que c'est pas normal et à cause de ces stimulations hormonales, nous serons voir et l'hyperplasie de la glande du tissu prostatique avec leur augmentation en taille et c'est peut-être comme la cause de la formation des kystes dans la glande prostatique et ce processus peut se développer après l'activation hormonale et après quelques maladies infectieuses sur la base de les maladies chroniques de la glande prostatique. Et nous voyons la croissance du tissu fibreux avec une formation de neuronodules avec une différente taille. Ici, c'est les glandes prostatiques. Il y a un vue comme le sponge. Parce qu'il y a une nombreuses cavités de la parenchyme et microscopiquement, bien sûr, nous voyons ces tissus fibreuses et avec une formation de la nodule et il y a un nombreux glandes en différentes tailles avec une formation de kystes et au centre il y a le zone de l'inflammation. Je pense que c'est l'inflammation chronique, mais c'est très difficile. Vous savez, avec une utilisation de cette diapositive. Et comme le signe de l'hyperplasie de la glande prostatique, c'est l'hyperplasie de l'épithélium glandulaire avec une formation de cette structure papillaire. Mais c'est seulement l'hyperplasie bénigne, s'il n'y a pas de quelqu'un signe de l'atypisme, toutes les cellules, tous les noyaux de ces cellules épithéliales sont mêmes. C'est bon, c'est bon. Bon, continuer comme le processus d'adaptation suivant, c'est la métaplasie. Et la métaplasie, c'est une lésion cellulaire réversible dans laquelle une type de cellules différenciées, épithéliales ou mésenchymateuses, est remplacée par un type dans le même type de tissu. La métaplasie peut se développer comme une réponse adaptative de cellules sensibles au stress est remplacé par des cellules plus résistantes aux conditions environnementales changeantes. Le plus souvent, une métaplasie squamose de l'épithélium cylindrique ou prismatique se développe, qui se produit dans les voies respiratoires, comme dans les sitcoms. Dans les voies respiratoires en réponse à une irritation constante, comme la réponse à quelqu'un agent physique, peut-être quelqu'un professionnel, maladie, comme la maladie professionnelle, c'est peut-être comme le tabagisme. Tabagisme, c'est comme le facteur physique, chimique qui provoquait le dommage chronique de les voies respiratoires. Et chez le fumeur, constamment, l'épithélium cylindrique cilié normal de la trachée et des bronches est souvent remplacé par un épithélium squameux stratifié. Les calculs dans les canaux excréteurs des glandes salivaires, du pancréas ou des canaux biliaires pouvant entraîner le remplacement de l'épithélium cylindrique sécréteur normal par un épithélium squameux stratifié. Le manque de vitamine A, acide rétinoïque, provoquait une métaplasie squamose de l'épithélium respiratoire.
Dans tous ces cas, l'épithélium squameux stratifié est plus durable et plus viable que l'épithélium cylindrique. Cependant, ce remplacement a un coût. Par exemple, dans les voies respiratoires, malgré l'apparition d'un revêtement plus durable, des fonctions aussi importantes de l'épithélium cilié que la sécrétion du mucus et un mécanisme de défense important contre les infections sont perdus. Ainsi, la métaplasie épithéliale est une épée à double tranchant et dans la plupart des cas, il s'agit d'un changement indésirable. De plus, le facteur à l'origine de la métaplasie avec une exposition persistante peut déclencher la formation maligne de l'épithélium métaplastique. Dans les voies respiratoires, un carcinome épidermoïde se développe généralement, qui se développe dans les lieux de métaplasie de l'épithélium cylindrique dans l'épithélium squameux. Cela se passe dans l'autre sens. La métaplasie de l'épithélium malpigien, épithélium cylindrique, se produit comme dans l'œsophage de Barrett lorsque l'épithélium squameux de l'œsophage est remplacé par l'épithélium cylindrique de type intestinal sous l'influence du reflux gastrique. Une tumeur maligne, généralement un adénocarcinome, peut se développer dans ces zones. Dans les d'autres tissus, comme l'exemple d'autres, c'est la métaplasie du tissu conjonctif et la formation de cartilage, d'os, du tissu adipeux, en général tissu mésenchymateux. Dans les tissus qui ne contiennent normalement pas ces éléments. Par exemple, la formation osseuse dans les muscles, myosite ossifiant se développe après une hémorragie intramusculaire. Ce type de métaplasie est rarement considéré comme une réponse adaptative et peut résulter de dommages cellulaires. Les dommages cellulaires déclenchant une série d'événements et indiquant le processus de guérison qui peut se produire par régénération et réparation. Le résultat de la régénération est une restauration complète du tissu et le résultat de la réparation est une restauration partielle des structures tissulaires. La réparation du tissu est une condition préalable à l'usure du corps, mais c'est un peu plus tard. Et maintenant quoi? Maintenant, le processus suivant, c'est l'atrophie. Et l'atrophie, c'est une diminution de la taille d'un organe ou d'un tissu résultant d'une diminution de la taille et ou du nombre de cellules. L'atrophie peut être physiologique ou pathologique. L'atrophie physiologique est caractéristique du développement normal. Certaines structures de l'embryon, comme le cordon dorsal et le tube thyroïdien lingual, subissant une atrophie au cours du développement fœtal. L'utérus rétrécit rapidement après l'accouchement et c'est une forme d'atrophie physiologique. Et bien sûr, l'atrophie pathologique, l'atrophie pathologique peut être locale ou généralisée. L'un des processus suivants ici peut provoquer une atrophie pathologique. Par exemple, la charge fonctionnelle insuffisante sur l'organe, atrophie par inaction,
Lorsqu'il est immobilisé dans une plaideur d'une os cassée ou un allaitement prolongé, une atrophie du muscle squelettique se produit rapidement. La principale diminution de la taille des cellules dans ces cas est réversible. Avec reprise de l'activité, tout revient à la normale. Avec une activité plus prolongée, le nombre de fibres musculaires squelettiques en raison de l'apoptose et leur taille diminuant. Une telle atrophie peut être accompagnée d'une résorption osseuse accrue, conduisant au développement d'une ostéoporose par inactivité. Dénervation des cellules squelettiques, atrophie de dénervation, c'est à cause quand le métabolisme normal et la fonction musculaire squelettique dépendent de l'innervation musculaire. Les dommages aux nerfs entraînant une atrophie des fibres musculaires innervées par eux. Diminution du flux sanguin, de l'apport sanguin, selon une diminution, c'est comme après l'ischémie dans les tissus à la suite d'une maladie occlusive artérielle à développement lent entraîne une atrophie tissulaire. Dans le cerveau peut subir une atrophie massive, principalement due à une diminution de l'apport sanguin dans l'athérosclérose, et ce processus s'appelle l'atrophie sénile. Il peut également le cœur, c'est comme sur cette macro préparation, c'est à gauche, là-bas à gauche, nous pouvons voir le cerveau en taille un peu normale et à droite. C'est le cerveau avec une atrophie à cause de l'athérosclérose. Des fissures cérébrales. Donc aussi la malnutrition. La carence en protéines et en énergie s'accompagne de l'utilisation des muscles squelettiques comme source d'énergie après que d'autres ressources, dépôts de graisse, ont déjà été épuisés. Cela conduit à une perte de masse musculaire cachexie. La cachexie peut se développer chez les patients anciens de des maladies inflammatoires chroniques et de tumeurs malignes. Chez les patients anciens de maladies inflammatoires chroniques, une surproduction persistante du facteur de nécrose tumorale, cytokine inflammatoire, serait responsable de la suppression de l'appétit et de l'épuisement des réserves lipidiques, conduisant à une atrophie musculaire. Arrêt de la stimulation endocrinienne. Apport insuffisant en principal hormones. La plupart des tissus hormonodépendants, par exemple le tissu mammaire ou les organes du système reproducteur, dépendant de la stimulation endocrinienne par un métabolisme, est une fonction d'hormone. Le manque de stimulation des estrogènes après la ménopause entraîne une atrophie physiologique de l'endomètre, de l'épithélium vaginal et de la glande mammaire. Et l'atrophie de pression, c'est quand la compression des os pendant une longue période peut provoquer cette atrophie. C'est peut-être bien sûr des tumeurs bénignes ou malignes, ou c'est peut-être quelqu'un maladie calculeuse. Quelle formation de calcul peut provoquer l'atrophie. Et dans ce cas, bien sûr, c'est peut-être l'occlusion de l'évoi urinaire
avec une accumulation de liquide dans le calice et dans le parenchyme rénal qui provoque une pression chronique sur la parenchyme rénale avec une dilatation de la veine urinaire de bassine et avec une atrophie de la parenchyme rénale. Ce processus s'appelle hydronéphrose. C'est comme la transformation de rein en sac. Un grand sac avec une accumulation de l'urine. Et bien sûr, comme le résultat, c'est que c'est l'insuffisance rénale. Par le mécanisme, l'atrophie se développe aussi d'une synthèse altérée et d'une dégradation accrue des protéines cellulaires. La synthèse des protéines est altérée par une diminution de l'activité métabolique. La dégradation des protéines cellulaires se produit principalement via la voie ubiquitine-protéasome. Les carences en nutriments et l'inactivité pour activer les ubiquitines ligases qui fixant les petits peptides ubiquitines aux protéines cellulaires et les marquant pour leur dégradation dans les protéasomes. Enfin, sigillement que ces voies est impliqué dans la protéolyse améliorée, décrire dans les diverses conditions cataboliques, y compris la cachexie tumorale. Bon, et le dernier mécanisme de l'adaptation, c'est la dysplasie. Bien sûr, il y a deux voies de les cellules, de présence des cellules et de développement, de croissance des cellules, c'est la prolifération et c'est différenciation. Et la dysplasie, c'est en général comme le trouble de ces deux stades de la prolifération et de différenciation cellulaire. Dysplasie, c'est comme aussi comme le processus précancéreux. C'est comme et en général, il y a 3 stades de la dysplasie, mais quelles sont les différences? Ici, par exemple, nous avons le col de l'utérus, l'épithélium squameux stratifié, et ici il y a l'épithélium normal. Et quelles sont les causes de la dysplasie? C'est bien sûr un intérêt comme les différents agents infectieux. Dans ce cas, c'est comme le virus du papillome humain, ou c'est peut-être comme l'inflammation chronique. L'inflammation chronique peut provoquer les dysplasies. La dysplasie peut se développer dans tous les tissus et dans tous les organes. Et ici, nous avons l'épithélium normal, mais il y a les changements de quelques cellules de cet épithélium squameux avec une accumulation comme les bactéries. C'est comme la dystrophie hydropique à cause de cette papillomavirus qu'il y a grand tropisme de l'épithélium squameux. Et dans ces 3 cas, il y a 3 stades de la dysplasie. Et nous pouvons voir le trouble de la prolifération cellulaire. Et nous voyons nos premières cellules dans le lieu où devant se trouvent les cellules normales avec une bien différenciation de cet épithélium squameux. Et pendant la progression de la dysplasie, nous pouvons voir bien sûr l'atypisme cellulaire et nucléaire, et nous pouvons voir et les mitoses. C'est aussi comme les signes précancéreux, c'est très très dangereux. Bon, deuxième partie de cette conférence, c'est
La régénération, c'est comme la restauration des cellules et des tissus. Et au début, je vais présenter vous le type de guérison des plaies cutanées. Qu'est-ce que c'est la guérison? C'est le processus de cicatrisation des plaies cutanées. Et qu'il se compose de trois phases. C'est l'inflammation, la prolifération et la majoration. Étant donné que les phases se chevauchent, leur séparation est quelque peu arbitraire, mais cela aide à comprendre deux séquences d'événements qui se produisent lors de la cicatrisation des plaies cutanées. Initialement, le traumatisme provoquait une adhérence, c'est une agrégation plaquettaire et la formation du calus sanguin à la surface de la plaie, ce qui conduit au développement d'une inflammation. Dans la phase de la prolifération, la formation des tissus de granulation, la prolifération et la migration des cellules du tissu conjonctif et la réépithélisation de la surface de la plaie se produisant. Et la majoration comprend la synthèse de la matrix extracellulaire, le remodelage tissulaire et la réduction des plaies. En général, il y a deux types de la régénération. C'est par guérison par intention primaire et il y a le guérison par intention secondaire. Sur cette image, nous avons l'exemple de guérison par intention primaire. Et c'est très caractère quand pour les moyens le plus simple restaure l'intégrité de la peau et si cette plaie propre et non infectée, dont les bords sont reliés par des sutures. C serait la guérison primaire ou guérison par intention primaire. L'incision ne provoque qu'une perturbation locale de l'intégrité de la membrane basale de l'épithélium et la mort de relativement peu des cellules du tissu épithélial et conjonctif. La réépithélisation lors de la fermeture d'une petite plaie se produit avec une formation d'une fin cicatrice. Avec de plaie attendue entraînant un défaut important à la surface de la peau et par conséquent une perte importante des cellules et des tissus, le processus de réparation est plus compliqué. La cicatrisation de telles plaies s'accompagne d'une réaction inflammatoire intense, la formation d'une grande quantité du tissu de granulation et le dépôt de collagène qui conduit à la formation de cicatrices importantes et à la réduction de la plaie. Ces processus est appelé guérison secondaire ou guérison d'intention secondaire. Et c'est plus caractère pour les patients avec une quelconque d'autres maladies comme la sclérose et comme le diabète sucré, parce que ces patients, habituellement, il y a différents troubles différents troubles hémodynamiques avec c'est comme le trouble de la circulation et de l'oxygénation du tissu. Bon, il y a quelques étapes de la guérison des plaies. Première étape, c'est la formation des calus sanguins. C'est la formation de calus sanguins. La plaie provoque une activation rapide de la coagulation entraînant la
formation d'une calie sanguine sur une surface de la plaie. En plus des érythrocytes capturés, du calcium, de la fibrine, de la fibronectine et des composants du système de complément. La fonction principale de l'horloge sanguine est de fixer ses saignements et sert également de base à l'immigration des cellules attirées par les fluides avec l'aide de facteurs de croissance de cytokines et de chymokines en mettant l'accent sur cette photo. Sur la surface extérieure du calot sanguin, la déshydratation se produit, une croûte recouvrant la plaie est formée. Plus la défaussée est grande, plus le calot de fibrine est grand, plus d'exudats et de résidus nécrotiques. Dans les 24 heures, les neutrophiles apparaissant sur les bords de la section mêlée de calot comme cadre. Ils distinguent les enzymes protéolytiques et éliminant les résidus ni les bactéries nécrotiques. Le stade suivant, c'est la formation du tissu conjonctif qui serait au cours de 24 à 72 heures du processus de réparation. Il existe une prolifération de cellules endothéliales du tissu pour former un tissu de granulation qui est un signe de reflet du tissu. Le tissu a obtenu ce nom en raison d'une surface rose, douce et granulée. Sa caractéristique histologique est la présence de nouveaux petits vaisseaux sanguins, s'appelle angiogénèse, et la prolifération des fibroblastes. Les murs de ces vaisseaux sont minces et permettant une protéine plasmatique et au liquide de fuir dans l'espace d'urgence de sorte que le niveau tissu de granulation est souvent balayé. Le tissu de granulation remplit progressivement l'espace de la plaie. La quantité du tissu de granulation formé dépend de la taille du défaut de la plaie et de l'intensité de l'inflammation. Ainsi, le tissu de granulation n'est plus perceptible lorsque la guérison secondaire. Après 5 à 7 jours, le tissu de granulation remplit la région de la plaie et le degré de néovascularisation est maximum. Suivant stade, c'est la prolifération cellulaire au dépôt de collagène après 48 et 48 heures ou 2 ou 4 jours, quand les neutrophiles sont largement substitués par des macrophages, des éléments cellulaires essentiels pendant la réparation des tissus qui contribuent à l'angiogénèse, à la synthèse et à la remodelage et à éliminer des produits de composition cellulaire. La fibrine et d'autres substances extraterrestres sur le site de réparation. Et le dernier stade, c'est la formation de cicatrices. C'est l'infiltration leucocytaire, c'est le gonflement et l'augmentation de la perméabilité vasculaire disparaissant principalement au cours de la 2e semaine. La plaie devient pâle qui s'accompagne d'une accumulation accrue de collagène dans la mise au point de la régression des navires. En conséquence, le tissu de granulation est remplacé par une cicatrice pâle et avasculaire constituée de fibroblastes sont placés à l'approche de collagène dense, de fragments du tissu élastique et d'autres composants de la matrix intracellulaire.
Les appendicites de la peau détruits à travers la ligne de coupe sont perdus irrémédiablement, bien que le rein puisse développer de nouveaux follicules pileux sur le lieu de grosses plaies lors de la stimulation. Cet exemple montre qu'avec le traitement approprié, la restauration des appendicites de la peau pendant la cicatrisation des plaies peut être atteinte chez les personnes. Et à la fin du premier mois du tissu conjonctif cellulaire, exemple d'infiltrats inflammatoires et cabines recouvertes d'épiderme intact et formées. Et bien sûr, il y a le trouble de la guérison des plaies. Ici, il y a la formation de granulation en excès. Cette violation de la cicatrisation des plaies entraîne le fait que le tissu de granulation fait s'allier sur la surface de la peau environnante et des blocs de réépitalisation. Le procédé est intitulé vulgairement appelé viande sauvage. Des granulations excessives devant être éliminées par coagulation ou excision chirurgicale pour permettre à l'épiderme de restaurer sa constitution. Après avoir cicatrisé la blessure ou la blessure coupée, on peut observer une prolifération excédentaire de fibroblastes et d'autres éléments du tissu conjonctif qui peut se reproduire après l'excision. Une condition appelée fibromatose desmoïde ou agressive est entre les processus bénins et malignes, bien que peu de malignes. La frontière entre l'hyperplasie bénigne lors de la réparation de la néoplasie est souvent floue. Et microscopiquement, ici, nous pouvons voir la formation du tissu de granulation. Sur cette image à gauche, nous pouvons voir nombreux vasos sanguins compléments et le tissu fibreux avec une cellule inflammatoire unique. Et il y a aussi ce tissu de granulation, mais avec une coloration de trichome. Cette coloration est de nous détecter le tissu fibreux. C'est coloré, ce tissu fibreux, c'est en couleur bleue. Comme ici, on peut voir la quantité minimale de la collagène, de la collagène mature ici. Et quand cet tissu de la granulation est jeune et après quelques semaines, le tissu de granulation aussi, il y a un nombreux vaisseaux, mais nous pouvons voir un collagène dense, oui. Et ici aussi exemple en excès de formation du tissu de granulation et la conséquence de la formation excessive du tissu de granulation est la formation des cicatrices hypertrophiques de kéloïdes. L'accumulation d'une quantité excédentaire de collagène peut entraîner une cicatrice hypertrophique sur la peau. Si un tel tissu cicatriciel s'applique au-delà des bords dépendants de la plaie et ne se régresse pas, il s'appelle une kéloïde. Il existe probablement une prédisposition individuelle au développement d'une kéloïde. La cicatrice hypertrophique est généralement formée après des dommages thermiques ou traumatiques
affectant les couches profondes du derme. Le collagène est produit par myofibroblastes qui sont stockés dans la lésion, se concentrant en raison de l'action de rime. Et les moments clés de la cicatrisation de plaies. N'oubliez pas qu'il y a trois phases principales de la cicatrisation cutanée, c'est l'inflammation, formation de tissus de granulation et remodélage de la matrix extracellulaire. Les plaies cutanées peuvent guérir par intention primaire ou secondaire. La cicatrisation secondaire comprend des cicatrices et est une contraction plus prononcée de la plaie due au myofibroblaste. Une cicatrisation altérée généralement causée par le diabète, une carence en nutriments ou infection. C'est comme une guérison pathologique. Le type, le plus volume et l'emplacement des dommages sont des facteurs importants influençant la vitesse de guérison. Une production excessive de la membrane extracellulaire peut provoquer la formation de cellulite. La stimulation constante de la synthèse de collagène dans la maladie inflammatoire chronique conduit à une fibrose de l'organe, souvent avec des lésions structurelles et fonctionnelles prononcées. Un type de consolidation osseuse. Maintenant, je vais vous montrer quelques types de la régénération du tissu systémique ou spécifique. C'était l'information de la régénération et de la guérison de plaies en général, mais par la consolidation ostéonale. Consolidation osseuse se compose de deux types, c'est consolidation ostéonale et consolidation néo-ostéonale. Premier type, c'est la formation du tissu osseux dans le site de fracture. Et bien sûr, il y a la fusion primaire ou directe, sans formation du corps généralement en l'absence de déplacement osseux de préservation du périus. Et fusion secondaire ou indirecte avec une formation de callosité. Et la consolidation néosténale, variante pathologique de la régénération osseuse, consolidation retardée, pseudoarthrose comme une fausse articulation. Et qu'il est important que la régénération peut être perturbée par de nombreux facteurs, dont les plus importants. L'absence ou le repositionnement incomplet, l'immobilisation incomplète. Ici, bien sûr, exemple de la régénération du tissu osseux. Ici, il y a bien sûr deux stades. J'ai du diapositive de la régénération du tissu osseux, mais je veux raconter vous au début quelles sont les caractéristiques de la régénération osseuse générale. Se développe après la fracture osseuse et dépend une grande partie du degré de destruction osseuse, de la reposition correcte de fragments d'os, de conditions locales, état de circulation sanguine, inflammation, etc. Avec une fracture osseuse simple, lorsque des fragments d'os 217 sont fixés. Une bataille osseuse principale peut survenir. Il commence par le bruissement dans la zone de défait et de d'hématome interfragment d'os de jeunes éléments mésenchymateux et
des vaisseaux. Il y a un soi-disant mais titulaire préconnectif dans lequel la formation d'os commence immédiatement. Il est associé à l'activation et la prolifération des ostéoblastes dans la zone de d'Ika, mais principalement dans le périostat et de l'endostat. Dans les tissus fibreux, fibrinotiques ostéogènes, les poutres osseuses de faible qualité apparaissant, dont le nombre est en croissant. Le mail osseux préliminaire est formé. À l'avenir, il mûrit et se transformer en une os lamellaire mature. Le coin, l'os final est formé ou qui, dans la structure diffère du tissu osseux avec seulement l'emplacement désordonné de la barre transversale osseuse. Une fois que l'os commence à effectuer sa fonction, est une charge statique apparaît. Le tissu nouvellement formé avec l'aide d'ostéoblastes et d'ostéoblastes est soumis à la restauration des moelle osseuse apparaît. La vascularisation et l'innervation sont restaurées. Dans l'évolution des conditions locales et la régénération de l'os, troubles circulateurs, la mobilité des fragments, des fractures, des diaphysies est induite en produisant une bataille osseuse secondaire. Pour ce type de la régénération, la formation entre les fossés osseux, le tissu cartilage à partir duquel un tissu osseux est construit. Ici, il y a l'image avec un tissu de cartilage. Par conséquent, en effet osseux secondaire, il parvient d'un mais osseux préliminaire cartilagineux qui se transforme en os majeur, comme ici. Et la bataille osseuse secondaire par rapport au primaire est beaucoup plus courant et prend plus le temps. Et sur cette image, sur cette micropréparation de la fusion de fractures sur 21 et coloration d'hématoxyline et éosine, nous pouvons voir les différentes quelque chose, c'est le nécrose et c'est la présence des cellules géantes, la formation du tissu fibrose et c'est les zones de la tissu osseuse nouvelle et bien sûr il y a le tissu de la granulation et nous pouvons voir que ces tissus de granulation très riches en très petits vaisseaux capillaires. Dans le tissu fibreux, il n'y a pas de cette grand nombre de capillaires. Ce serait pour vous comme la différenciation microscopique. Et par la régénération répatrice des nerfs périphériques et du système nerveux en général, dans l'été et la censure de la colonne vertébrale, les cellules ganglionnaires, elles ne se produisent pas lors de la destruction, de la restauration de la fonction uniquement en raison de la régénération intracellulaire des cellules préservées. La neuroglie, en particulier la microglie, est particulièrement propre à la forme cellulaire de régénération. Par conséquent, les défauts du tissu de la tête et de la moelle épinière sont généralement remplis des tissus des cellules de prolifération non brouillées. Les cicatrices soi-disant argile gluosique se produisant en cas de dommages au assemblage végétatif, ainsi que l'hyperplasie des ultrastructures des cellules. Leur néoplasie se produit en perturbation du nerf, la stimulation de la stimulation. La régénération se produit en raison du segment central qui est préservé la communication avec les cellules, tandis que le segment périphérique mourant. Les cellules de reproduction
du col du champ du segment périphérique mort du nerf sont situés le long de celle-ci et formant une case, ladite litière bulgare, dans laquelle les cylindres axiaux régénératifs du segment proximal sont pivotés. La régénération des fibres nerveuses est complète et complète par leur myélinisation et la restauration des terminaisons nerveuses. Les récepteurs de l'hyperplasie de régénération, les dispositifs et leur effectués de synapses péricellulaires sont parfois accompagnés d'une hypertrophie de leur machine d'extrémité. Si la régénération du nerf, en raison de certaines raisons, est causée à une différence significative entre les parties nerveuses, le développement du processus inflammatoire. La cicatrice est formée sur le site de sa pose, dans laquelle les cylindres axiaux régérants de proximité segments du nerf sont soulevés et des excroissances similaires se produisant aux extrémités des nerfs coupés dans le creux des membres après son amputation. De telles croissances formées par des fibres nerveuses et du tissu fibreux sont appelées comme le névrome d'amputation, que nous pouvons voir macroscopiquement, et ici, microscopiquement, nous pouvons voir cette névrome d'amputation, et nous pouvons voir un grand nombre de tissus fibreux, c'est cette couleur bleue aussi, ou avec une utilisation de la trichrome. Bon, c'était pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Et au revoir.